C'est bon. Ok, donc je vais vous parler du nouveau chapitre, donc le chapitre 17, le chapitre sur les modulations numériques. On va commencer par un petit rappel sur pourquoi est-ce qu'on module. Alors, on avait vu dans le chapitre précédent que si j'ai ma bande passante de la ligne et mon signal qui est dans la même bande passante que celle de ma ligne, alors je peux juste transmettre en bande de base, donc c'est ce qu'on avait vu dans le chapitre qu'on vient juste de faire. Mais il peut se passer quelque chose, c'est que la bande passante de la ligne peut être complètement séparée du signal que je veux envoyer. Et donc dans ce cas-là, ben, en fait, il va falloir que je remonte le signal en fréquence pour qu'il rentre dans la bande passante de la ligne. Alors ça arrive par exemple quand j'utilise des antennes. Quand j'utilise des antennes, les antennes, pour avoir des antennes pas trop grandes, il va falloir que du coup j'utilise des fréquences très hautes. Donc pour réduire la taille des antennes, il me faut lambda égale C sur F, donc il faut que j'augmente la fréquence pour réduire la taille de l'antenne. La deuxième raison pourquoi on pourrait vouloir moduler, c'est que quand je veux faire passer dans la même bande passante plusieurs informations, eh bien, il va falloir que je change les fréquences de mon signal. Et donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans le chapitre sur les modulations analogiques, quand on voulait par exemple dans le téléphone faire passer l'ADSL. Donc l'ADSL, c'est une transmission en bande de base, mais si je veux faire passer des infos dans un sens et dans l'autre, on avait dit on envoie tout ce qui est upload en un peu plus basse fréquence que le download, et comme ça on peut envoyer les deux types d'informations en même temps. Donc on fait un petit rappel sur les modulations qu'on avait vues en analogique. Donc on avait une porteuse, donc la porteuse c'est un signal sinusoïdal ou cosinusoïdal à très haute fréquence. Et on va utiliser un signal modulant qui lui est par contre plus basse fréquence. On va prendre ici par exemple un sinus. Et suivant comment on utilisait ce signal modulant, eh bien, on allait modifier différents éléments dans la porteuse pour faire une modulation analogique. Premier type de modulation qu'on avait vu, c'est les modulations où on change l'amplitude de la porteuse. C'est ce qu'on appelle les modulations AM ou MA en français, hein, modulation d'amplitude. On avait vu deux types de modulation d'amplitude. On avait vu celle qui conserve pas la porteuse, donc la MAPS, et celle qui conserve la porteuse, comme la MAPC. Donc la MAPC, ça donne quoi comme type de signaux? Ça donnait ça. Vous vous souvenez, on prenait la porteuse en rouge et on venait par-dessus, ça changeait l'amplitude de la porteuse. Voilà ce que c'était le premier type de changement. Deuxième type de changement, on pouvait faire varier la fréquence, ce qu'on appelait les modulations FM. Donc là ici, si on regarde le signal, quand mon modulant est haut, j'ai une haute fréquence, et quand mon modulant est bas, j'ai une basse fréquence. Et ici, on voit que mon signal, par moment, il accélère, il ralentit en termes de fréquence. Dernier type de modulation, les modulations de phase, qui pour vous, en BTS SN, sont hors programme, mais je le rappelle ici, on obtient un signal qui ressemble grandement à une modulation de fréquence, et, et en fait c'est normal, on avait prouvé que mathématiquement, modulation de phase et modulation de fréquence, c'était quasiment la même chose avec une dérivée entre les deux. Mais je rappelle, modulation de phase est hors programme. Donc parlons maintenant des modulations numériques. Donc dans les modulations numériques, on a aussi une porteuse et on va vouloir utiliser des bits, donc c'est-à-dire des signaux numériques, pour modifier plusieurs éléments. Donc on va trouver les premiers types de modifications. Donc si je prends des bits comme ça qui valent 0, 1, 1, 1, 0, 1, etc. Si je prends par exemple une modulation qui modifie l'amplitude, on va obtenir ce qu'on appelle une modulation ASK en anglais pour Amplitude Shift Keying, et en français c'est MDA, c'est modulation par déplacement d'amplitude, ce qui est pas très élégant, mais voilà. Ça donne quoi? Ben, en fait, ça donne que l'amplitude de ma porteuse va changer en fonction de l'amplitude de ma porteuse va changer en fonction de l'état des bits. Donc quand j'ai des bits qui sont ici à 0 et à 1, donc ici j'ai pris un exemple, un autre exemple, peu importe. Euh, Ici, c'est pas, ils sont pris deux par deux, hein, donc c'est pour ça qu'on voit pas très bien, mais en fait, les deux premiers 0,1, ça me donne une certaine amplitude, et 1,1, ça me donne une amplitude inversée. Donc on verra ça un peu plus en détail, mais en gros, ce qu'il faut voir, c'est que ici, les amplitudes sont inversées. Les amplitudes varient. Ensuite, deuxième type de modulation numérique, les modulations de phase. Donc là, on va venir changer la phase en fonction de l'état des bits. Donc ici, si je reprends mon 0,1, ben, ça me donne une première phase. Et là, quand je passe à 1,1, vous voyez qu'ici, là, il y a un gros changement. Et donc, on appelle ça un changement de phase. Et on voit bien ici partout les changements de phase.
Troisième type de modulation, une modulation qui n'existait pas en analogique mais qui existe en numérique, qui va combiner un peu les deux. Donc c'est une modulation qui va à la fois changer l'amplitude et la phase. C'est ce qu'on appelle une modulation QAM, pour quadrature, amplitude, modulation. En français, c'est MAQ. Donc dans cette modulation-là, vous voyez qu'on va avoir des changements à la fois d'amplitude, mais aussi des changements de phase. On voit qu'il y a des sauts de phase en même temps que les sauts d'amplitude. Dernière modulation, la modulation, bien sûr, on n'en a pas encore parlé, celle qui change la fréquence. Donc ici, ce sera FSK pour Frequency Shift Keying, et en français MDF, modulation par déplacement de fréquence. Et là, ici, les bits vont changer directement la fréquence de mon signal. Et donc, on retrouve ici une première fréquence, une deuxième fréquence, une première fréquence, une deuxième fréquence, etc. etc. Voilà en gros pour l'ensemble des modulations numériques qu'on va voir. Maintenant, on va parler un tout petit peu d'un petit rappel mathématique qu'on avait fait en première année, mais c'est important pour bien comprendre ce qu'on va faire dans la suite, même si après pour vous, en termes de technique, on ne vous posera pas trop de questions violentes dessus en termes de calcul. On va parler de ce qu'on appelle le diagramme IQ ou le diagramme de constellation. Donc, on rappelle qu'un signal sinusoïdal, il s'exprime comme A cosinus oméga t plus phi. Et à chaque signal sinusoïdal, on peut associer un nombre complexe, S de j oméga, qui a pour amplitude A et pour phase phi. Alors, pour module A et pour argument phi. Donc si je le dessine dans le plan complexe, mon élément qui s'appelle A exponentielle j phi, donc ça c'est mon nombre complexe qui représente S de j oméga. Dans ce cas-là, on peut regarder, donc son module A, c'est quoi? C'est la longueur du vecteur, et son argument phi, c'est quoi? C'est l'angle qu'il y a ici. On peut lire cet élément-là d'une deuxième manière. On peut le lire, ici on peut projeter sur l'axe des réels, et donc cet axe, c'est ce qu'on appelle A cosinus phi. Et si je le projette sur l'axe des ordonnées, donc sur la partie imaginaire, ce sera A sinus phi. Et en fait, ça, on le retrouve mathématiquement dans le calcul. Si je rappelle que cosinus A plus B, c'est cos A fois cos B moins sin A fois sin B, donc si j'extrais là-dedans dans mon A cosinus oméga t plus phi et que j'appelle A le oméga t et le B le phi, alors quand je vais faire le calcul, ça va me donner A cosinus oméga t fois cos phi moins A sinus oméga t fois sinus phi. Et si je réorganise un tout petit peu, regardez, qu'est-ce que je vois? Je vois que je retrouve mon A cos phi au début et mon A sinus phi ensuite. Et je les retrouve en face de quoi? Je les retrouve en face de un cosinus et un sinus. En fait, ici, on va avoir besoin, pour créer un signal à cosinus oméga t plus phi, on aura besoin d'avoir un cosinus et d'un sinus. Ça, le cosinus, c'est ce qu'on appellera le signal en phase, et le sinus, c'est ce qu'on appellera le signal en quadrature. I et Q. Donc en fait ici le premier signal c'est I de t, le deuxième signal ce sera ce qu'on appelle Q de t, et le premier élément ce sera ce qu'on appelle le A cos phi, c'est ce qu'on appellera grand I, qu'on retrouve donc sur mon schéma tout à droite, voilà. Et pour mon Q de t, le A sinus phi c'est ce que j'appellerai grand Q, et c'est ce que je retrouve verticalement dans mon diagramme ici, sur la partie imaginaire. Voilà en gros pour le petit rappel mathématique, on comprendra mieux un petit peu plus tard ce que ça veut dire sur les diagrammes de constellation. Voilà. Donc passons à la première type de modulation. Donc on avait dit la modulation ASK, et on va commencer par un cas un tout petit peu plus simple que le cas général. On va commencer par le cas particulier qui s'appelle HOOK. HOOK, ça veut dire on-off keying. Ça veut dire en gros on fait un allumage on-off. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a combien d'états? Il y a 2 états. Et donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un bit par symbole. Donc pour l'état 0, mon signal il sera nul, et pour l'état 1, mon signal ce sera la porteuse normale. Voilà en gros. Donc si je prends les bits 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, donc le même exemple que tout à l'heure, je vais essayer de regarder ce que valent mes symboles. Donc mes symboles ici, ils valent exactement la même chose, vu qu'on a dit que 0 c'est 0 et 1 c'est 1. Donc les AK valent exactement la même chose. Donc à partir des signaux AK, on avait dit que je peux en déduire I de t. Et I de t, ce n'est que finalement ces bits-là multipliés par un signal analogique. Donc quand mon AK vaut 0, mon signal I de t sera nul. Et quand mon AK vaut 1, mon signal I de t vaudra 1. Donc là, ici, vous voyez que le signal I de t, ce n'est que finalement la représentation en temporel de mes AK.
Et enfin, du coup, on obtient quoi pour mon signal? Ben, on a dit, quand j'ai des zéros, j'ai rien, et quand j'ai des 1, j'ai mon cosinus. Donc en fait, tous les endroits où j'ai des zéros, j'ai rien dans mon signal, et tous les endroits où j'ai des 1, j'ai mon cosinus. Voilà à quoi ressemble une modulation de type hook, donc c'est-à-dire on, comme là, ou off, comme là. En termes de constellation, on avait dit la constellation c'est quoi? C'est la représentation des différents états ici sur la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, on va obtenir quoi? Bah ici, l'état 0, il est où? Bah l'état 0, il est en plein milieu, il vaut 0. Donc c'est 0 fois le cosinus et 0 fois le sinus. Et le 1, par contre, on voit que c'est une fois le cosinus. Donc il se retrouve ici pour le cosinus et à 0 pour le sinus. Il est pile poil sur l'axe des abscisses. Donc ici, je vais pouvoir lire pour le bit 0, le AK, c'est le coefficient qui est là. Donc c'est-à-dire qu'il est sur l'axe des abscisses à 0 et il est sur l'axe des ordonnées à 0 aussi. Et pour le DK, donc pour le bit numéro 1, cette fois il est à 1 sur l'axe des abscisses et à 0 sur l'axe des ordonnées. En fait, les AK et BK, ce ne sont que les coordonnées dans le diagramme de constellation de mes bits, de mes symboles. Voilà. Il nous faut regarder un dernier truc, c'est la représentation spectrale de cette modulation. Cette modulation, on avait dit dans le chapitre précédent, on ne représente pas les spectres, mais on représente les densités spectrales de puissance. Donc ici, si on cherche la densité spectrale de puissance de ce signal-là, on se retrouve avec quelque chose autour de la porteuse, voilà, et écarté de grand R. Donc R, c'est quoi? C'est la rapidité de modulation. On avait dit c'est 1 sur le temps d'un symbole. Comme ici, un symbole, bah, c'est un bit. Donc un symbole égale un bit, ça veut dire que TS égale TB. Et donc ça veut dire que R égale, R égale 1 sur TS, ça vaut 1 sur TB. Et 1 sur TB, c'est le débit binaire grand D. Ici, si j'essaye de regarder l'encombrement spectral, on va prendre globalement que le premier lobe. Donc le premier lobe, il va de là à là. Et donc ce premier lobe-là, il va de Fp moins R à Fp plus R. Si on essaye de calculer l'encombrement spectral, je fais la différence Fp plus R moins Fp moins R, et ça me donne quoi? Eh bien ça me donne 2 fois R. Voilà l'encombrement spectral de ce type de modulation. Ensuite, on peut calculer l'efficacité spectrale, c'est-à-dire à quel point cette modulation-là est capable de faire passer un grand nombre de bits dans une petite bande de fréquence. Alors l'efficacité spectrale ici, c'est le débit binaire divisé par la bande passante. Ici, mon débit binaire, il s'appelle grand D. La bande passante, on a dit que c'était 2R. Mais la bande passante, on a dit RCD. Donc en fait, ça fait D sur 2D. Et donc ça me fait 1,5. Et donc ça vaut 0,5. On a ici une efficacité spectrale qui vaut 0,5. On va passer au cas un peu plus général de la modulation d'amplitude. Donc ici, on avait fait un cas avec que 2 états, mais en fait, le cas général, il y a beaucoup plus d'états possibles. Donc on va prendre le cas de la MASK. Donc la MASK, il y a n bits par symbole avec m qui vaut 2 puissance n. Donc je vais vous donner un exemple. Ici, on va faire l'exemple du 4 ASK. 4 ASK, 4, je peux dire que c'est 2 puissance 2. Donc ça veut dire que je vais avoir 2 bits par symbole. Comment sont répartis ces états? Comme je ne viens que changer l'amplitude de mon signal, je donne ici, regardez, je viens changer l'amplitude et donc tous les points ici sont alignés directement sur le cosinus et je vais juste changer moins une fois le cosinus, moins un tiers fois le cosinus, un tiers fois le cosinus et une fois le cosinus. Petite remarque ici, on remarque qu'ici on n'est pas en comptage binaire classique, on est en comptage degrés. Donc, l'exemple du 4ASK, on va prendre les bits. Donc 0, 0, il a une amplitude de moins 1. 0, 1, pardon, a une amplitude de moins 1. 0, 0, une amplitude de moins 1 tiers, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour le signal? Bah, le signal, ce n'est que l'amplitude multipliée par le cosinus. Donc, je fais moins AP fois le cosinus de pi fpt, moins AP sur 3 fois le cosinus de pi fpt, plus AP sur 3 fois le cosinus de pi fpt, et plus AP fois cosinus de pi fpt. Voilà en gros. Donc ici maintenant, essayons de deviner ce que c'est les AK et les BK, c'est-à-dire les coordonnées de ces points-là. Bon, ben, c'est assez simple, le point 0,1, il a une coordonnée en abscisse de moins 1, et en ordonnée, ben, il est toujours sur l'axe des abscisses, donc il est à moins 1, 0. Voilà. Et on fait pareil pour les autres points, donc celui-là va être à moins 1 tiers 0, 1 tiers 0, 1, 0, etc., etc. Voilà. Donc prenons un exemple maintenant de ce que ça donne
en termes de signaux. Donc ici, il faut bien se penser à un truc, c'est quand j'ai les bits, comme je considère une 4 ASK, je dois prendre les bits 2 par 2. Donc il ne faut pas que j'oublie cette étape-là parce que ça va être très important pour pouvoir faire mon décodage ensuite. Donc je prends tous les bits 2 par 2 et je vais calculer, par exemple le DK ici, c'est 0,1 et 0,1 son AK vaut moins 1. Donc je vais répondre que le AK du 0,1 c'est moins 1. Et je vais faire ça pour tous les autres. Donc le AK du 1,1 par exemple c'est plus 1. Et je fais ça pour tous. Une fois que j'ai mes AK, alors il faudrait faire le BK, mais comme ils sont tous ici nuls, on s'embête pas à les représenter. On verra dans les prochaines modulations qu'on les représentera à ce moment-là. Donc, une fois que j'ai mes AK, je peux représenter le signal I de T. Et le signal I de T, il vaudra pendant ce temps-là moins 1, pendant ce temps-là plus 1, moins 1, etc., etc. Et donc là, on voit bien le moins 1, plus 1, moins 1, plus 1 tiers, moins 1 tiers, plus 1 tiers. Voilà en gros le signal I de T. Et si on regarde ce que ça donne en termes de signal, eh bien c'est mon cosinus qui sera multiplié par les coefficients qui sont là. Donc en fait ici si je regarde, alors il faut faire attention, pourquoi ici on a l'impression qu'il y a un saut de phase au moment où je passe de moins 1 à plus 1. Alors on a l'impression qu'il y a un saut de phase tout simplement parce que, imaginez, je prends mon cosinus et d'un coup je le renverse. Et bien si d'un coup je le renverse, la phase ici qui était censée être au plus bas, bam, elle passe directement au plus haut. Et voilà pourquoi on a l'impression qu'il y a un changement de phase, mais en fait c'est juste pile poil une inversion. Voilà, et on voit bien par contre les changements d'amplitude là sur ce signal là. Voilà, donc encore une fois on va regarder ce que ça fait en termes de spectre, enfin de densité spectrale de puissance. En termes de densité spectrale de puissance, on a exactement la même chose qu'avant, avec exactement le même encombrement spectral qui va des mêmes valeurs aux mêmes valeurs, donc ça va de A2R. Par contre, ici, on a un petit changement, je me vois que je me suis trompé. Ici en bas, bien entendu, c'est l'efficacité spectrale, c'est D sur la bande passante, donc c'est D sur 2R. Mais attention, ici on n'a plus R qui vaut directement D, parce que ici, vu qu'on a N bits, on a R qui vaut D, D sur N, pardon. R qui vaut D sur N. Donc ici, ça va me donner non pas 1,5, mais N sur 2. Il faudra que je le corrige dans mon diapo. On passe maintenant à une nouvelle type de modulation, la modulation de phase. Donc vous voyez, on va reprendre ce même système systématiquement. Ah oui, dernière étape, dernière chose que j'ai oublié de vous dire, ça sert à quoi l'ASK? Dans quel cas c'est utilisé? Alors l'ASK, ça a été utilisé dans plein de choses, notamment dans tout ce qui était à l'époque pour transmettre le Morse avec des 1 et des 0, voilà. Donc on faisait ça. Et aussi, c'est utilisé dans les fibres optiques. Et ça permet vu que c'est pas quelque chose qui est très très efficace, mais c'est très utilisé dans les fibres optiques pour transmettre les données binaires. Donc passons maintenant à la PSK. On va partir encore une fois d'un cas particulier plus simple pour ensuite aller vers le cas général. Donc on va partir du cas du BPSK. BPSK, ça veut dire Binary Phase Shift Keying. Binary, ça veut dire qu'il y a deux états. Donc c'est une 2 PSK, et comme il n'y a que deux états, j'ai un bit par symbole, une fois le 0, une fois le 1. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, c'est une fois où j'ai une phase de 0 et une fois où j'ai une phase de plus pi. On remarque aussi un petit truc, c'est que si je regardais en termes d'amplitude, ils ont tous les deux la même amplitude. Donc en fait, on pourrait dire qu'une BPSK, c'est une sorte de 2 ASK symétrique. Voilà. Bon, c'était une petite remarque. Si on regarde les coefficients AK et BK, donc les coordonnées, pour le 0, c'est moins 1, 0, et pour le 1, c'est plus 1, 0. Maintenant, regardons en termes de phase. Donc en termes de phase, le 0, il est à une phase de pi, et le 1, il est à une phase de 0. Donc si je le traduis dans le signal, je vais venir additionner dans mon signal mon pi, ici, et je revois que A cosinus de pi fpt plus pi, en fait, si j'utilise les propriétés des cosinus, quand je rajoute pi à un cosinus, ça fait moins cosinus, donc ça fait moins AP cosinus de pi fpt. Et là, j'ai AP cosinus de pi fpt plus 0. Si on regarde en termes de signal ce que ça donne, donc je prends mes bits, je convertis ça en AK, donc les AK, eux, c'est moins 1 quand j'ai 0 et 1 quand j'ai 1. Donc je vais convertir ça maintenant dans mon signal
I de t, donc mon signal I de t ce sera exactement les AK mais sur un signal temporel, donc on retrouve exactement la même chose. Et si je regarde maintenant en termes de signal, eh bien mon signal ici, il a tout le temps la même amplitude et on voit que par endroit, on a des inversions de phase, on les voit bien ici, c'est les endroits où ça fait des traits. Donc ici, même si j'avais que le dernier signal, je pourrais dire visuellement, ah tiens, ça c'est une BPSK, parce que je vois qu'il y a des sauts de phase sans changement d'amplitude, et donc c'est bien une modulation de type Phase Shifting K. Voilà. Phase Shift Keying, pardon. Encore une fois, on va aller voir le spectre. Alors la densité spectrale de puissance ressemble énormément à celle qu'on avait avant. Alors c'est pas la même en fait, mais elle ressemble énormément. Et l'avantage pour vous, c'est que ça veut dire que il n'y a qu'une seule chose à prendre, parce qu'encore une fois, si on regarde l'occupation spectrale, l'encombrement spectral, il va de fp-r à fp plus r, donc on a exactement le même calcul que tout à l'heure. Et ici, pour l'efficacité spectrale, on va retrouver exactement le même calcul que tout à l'heure, et comme R c'est D, ben on va avoir une efficacité spectrale de 0,5. Alors dans quoi c'est utilisé le PSK? Le PSK il est utilisé dans tout ce qui est les réseaux locaux sans fil, voilà, que vous avez chez vous, tout ce qui est RFID et tout ce qui est Bluetooth. Donc c'est à savoir parce que en fait, suivant les vitesses de communication, ça va pas être le même type de PSK qui est utilisé. Je rentre pas dans les détails parce qu'elles sont un peu hors programme les autres, mais voilà, donc en fait, il y a plein d'applications et plus on va aller haut en fréquence, en vitesse de communication, plus on va augmenter le nombre d'états. Et donc ce qui m'amène à un deuxième type de cas particulier de PSK, c'est la QPSK. Alors le Q c'est pour quadrature phase shift keying. Donc quadrature c'est pour dire on va avoir 4 états, donc c'est une 4 PSK. Le QPSK c'est une 4 PSK, il y a donc 2 bits par symbole et on retrouve ces bits là à ces endroits là. Donc encore une fois, on va venir regarder ici. Je peux voir que le 0,0, il est à quelle phase? Ben, il est ici à un angle de pi sur 4. Et je peux regarder le 1,0, il a un angle de 3 pi sur 4, etc. etc. Donc je mets les angles de tous les signaux. Et je peux remplacer dans mon signal ici directement la phase, donc A cosinus de pi fpt, plus la phase de mon symbole à chaque fois, donc plus pi sur 4, 3 pi sur 4, etc. Maintenant, on va regarder ce que c'est les AK et les BK. Il faut se souvenir que dans un cercle trigonométrique, c'est ce que j'avais rappelé tout à l'heure, le AK, ce n'est que le cosinus de mon phi k. Donc en fait ici, si je veux faire mon tableau, je n'ai qu'à faire le cosinus de phi pour obtenir le AK, et je n'ai qu'à faire le sinus de phi pour obtenir mon BK. Et en fait, il faut normalement savoir que quand j'ai un angle de pi sur 4, le cosinus c'est racine de 2 sur 2 et le sinus c'est racine de 2 sur 2, ça fait partie des valeurs connues. Donc ici on peut mettre directement plus plus. Et ce qu'on voit c'est qu'en fait les 4 points vont être juste des symétriques, donc en fait à chaque fois ça va être du racine de 2 sur 2 mais avec des signes différents. Donc par exemple le 1, 0, il est à moins racine de 2 sur 2 parce qu'il est en négatif sur l'axe des abscisses, mais par contre il est à plus racine de 2 sur 2 en ordonnée. Donc on a bien moins racine de 2 sur 2 et plus racine de 2 sur 2. Voilà pour le 1, 0. Et pareil pour le 1, 1 et le 0, 1. Voilà en gros pour ça. Maintenant on va regarder ce que ça donne en termes de signal. Alors cette fois-ci quand je prends mes bits, j'oublie pas, il faut que je les prenne aussi 2 par 2. Et attention, cette fois-ci les BK ne sont plus nuls. Donc à chaque fois que j'ai un signal, donc par exemple ici mon 0,1, mon 0,1, je vais dire que mon AK vaut plus racine de 2 sur 2 et mon BK vaut moins racine de 2 sur 2. En suivant le 1,1, mon AK vaut moins racine de 2 sur 2 et mon BK vaut aussi moins racine de 2 sur 2. Donc je remplis à chaque fois ici pour tous mes signaux. Voilà, donc il faut que je fasse bien attention à tous ces signaux-là. Une fois que j'ai rempli ici les AK et les BK, je vais pouvoir tracer le I de T qui correspond à mon AK et le Q de T qui correspond à mon BK. Donc on voit bien le I de T ne change que quand les AK changent et le Q de T ne change que quand les BK changent. C'est le signal du BK et là c'est le signal du AK. Et en termes de signal, en fait les AK et les BK ne me servent à rien. Ça c'est juste pour avoir, en gros c'est lié au diagramme de constellation. Les AK, BK, I de T, Q de T c'est lié au diagramme de constellation. Le fait de voir qu'il y a des changements, ça permet de placer les points sur le diagramme de constellation.
Maintenant, par contre, le signal, quand je le regarde, il a toujours la même amplitude. On le voit bien dans mon tableau tout en haut. S2T a toujours l'amplitude AP. Par contre, je vois qu'il y a des changements de phase. Donc, en fait, ici, à chaque fois que j'ai un changement soit sur I, soit sur Q, eh bien, je vais avoir des changements de phase. Bam, bam, bam. Voilà en gros pour ce signal-là. On peut passer maintenant à la densité spectrale de puissance. La densité spectrale de puissance, bah encore une fois, c'est la même que les autres. Donc en fait, on a de la chance parce que c'est très simple à apprendre. Et on obtient ici le même calcul qu'avant, mis à part qu'en bas, je me suis encore trompé. L'efficacité spectrale, c'est D sur BP, donc c'est bien D sur 2R, mais par contre, ce n'est pas un demi, c'est D sur 2 fois D sur N, donc ça va me donner N sur 2. Encore une fois, ici, comme j'ai 2 bits par symbole, N sur 2, ça va me donner une efficacité spectrale de 2 sur 2, donc 1. Donc ici, je me suis trompé, désolé. On peut maintenant passer au cas général. Donc le cas général, je vais aller beaucoup plus vite. Le cas général, c'est une MPSK, il y a N bits par symbole. Donc ici, si je vous donne une petite photo, c'est une photo du... il y a combien de points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, je vous donne un exemple de 8 PSK. Alors attention, je me suis trompé. C'est une 8 PSK. Donc N vaut bien 3 parce que 2 puissance 3, ça fait bien 8. Et si on s'amuse à regarder tous les symboles, je peux regarder la phase de chacun des éléments. Donc ici, prenons l'exemple du DK100. Je le cherche dans mon diagramme de constellation. Je regarde son angle. Son angle ici, c'est pi sur 8. Voilà. Et je vais faire pareil pour le suivant. Donc le suivant, c'est 101. Ici, je regarde son angle, c'est 3 pi sur 8, etc. etc. Voilà en gros les différentes phases qu'on retrouve pour tous ces éléments-là. Donc, ensuite, on peut vouloir avoir les AK et les BK. On fait les cosinus et les sinus. Alors là, je les ai fait directement au tableur. Donc, je vous rappelle, pour chaque point, on va venir prendre le cosinus ici. Le AK, c'est le point, ce qu'on lirait directement. On peut le lire graphiquement. Hein. Si j'ai un cercle unité, je viens mesurer avec ma règle et je saurai combien vaut mon AK pour ce point-là. Et pareil pour le BK, je viens mesurer verticalement à quelle hauteur il est et ça me donne le BK. Donc ici, ça me donnerait 0,92 et 0,38. Donc je peux soit le faire de manière graphique avec la règle, soit je peux le faire à la calculatrice en calculant le cosinus et le sinus. Et je peux le faire pour tous mes points. Alors ça n'a aucun intérêt ici, mais c'était juste pour vous dire. Et encore une fois, ici, la densité spectrale de puissance, c'est la même. Donc on obtient un encombrement spectral qui vaut une largeur 2R. Et l'efficacité spectrale, cette fois j'ai fait attention dans ma slide, donc c'est bien N fois R sur 2R, donc ça fait bien N sur 2. Donc on a bien N sur 2. Donc ça veut dire que plus j'augmente le nombre d'états ici, plus je peux avoir une efficacité spectrale grande. L'inconvénient, c'est qu'en fait, s'il y a du bruit, le point il va être pas pile poil ici, mais il va être un tout petit peu autour du point théorique. Et plus je vais rajouter des états, plus ces nuages de points là risquent de se mélanger et donc on risque de mal décoder. Dans quel cas c'est utilisé la MPSK? C'est utilisé dans tout ce qui est la télévision par satellite, notamment la norme qu'on appelle DVB-S2. Et la DVB-S2, ça utilise la QPSK qu'on avait vu tout à l'heure, ça utilise la 8 PSK, de la 16 PSK et même de la 32 PSK. Voilà. Et donc si j'ai de la 32 PSK, je sais que M vaut 32, je calcule petit n et je peux avoir ici l'efficacité spectrale. Voilà en gros l'idée pour la modulation PSK. On va maintenant parler du meilleur des deux mondes qui s'appelle la QAM. La QAM, elle va permettre de modifier à la fois la phase et à la fois l'amplitude. Donc le QAM, c'est pour quadrature amplitude modulation. Donc on change l'amplitude et la phase. Moi, je vais ici prendre l'exemple d'un 16 QAM. 16 QAM, c'est 4 bits par symbole, parce que 16, c'est bien 2 puissance 4. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, dans le cas d'une modulation ASK, on avait mis tous les points sur une ligne. Dans le cas d'une modulation PSK, on avait mis tous les points sur un cercle. Mais si je veux que les points soient les plus loin les uns des autres, il faut que je les écarte et que je les répartisse correctement dans l'espace. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire une grille. Et là, comme ça, mes points sont plus loin
les uns des autres que s'ils étaient que sur une ligne ou que sur un cercle. Donc, on va regarder maintenant les différents cas. Alors ici, attention, dans mon tableau, je vais en représenter que les 8 du bas, parce que sinon, ça me faisait faire un très grand tableau pour pas grand-chose. Je vais regarder le premier point, donc le 0, 0. Le 0, 0, si je regarde son AK, je le lis horizontalement, donc c'est-à-dire sur l'axe des abscisses. Donc ici, le AK vaut -1, -2, -3. Si je lis le BK, je le lis verticalement sur l'axe des ordonnées, il vaut -1, -2, -3. Donc, ce point-là est représenté par AK égale -3 et BK égale -3. Je peux faire ça pour tous les autres. Donc, on va avoir, par exemple, pour le point 0,100, il est à -1 horizontalement et à -3 verticalement. Donc, le 0,100 est bien à -1, -3. Voilà. Ensuite, on pourrait regarder ces points-là en termes d'amplitude et de phase, à quoi ils sont. Et bien en fait, si on regarde l'amplitude, comment je peux calculer l'amplitude d'un point? L'amplitude d'un point, c'est sa longueur finalement. Et c'est quoi? Ce n'est que le théorème de Pythagore. Donc Pythagore, c'est racine de AK au carré plus BK au carré. Et sa phase, on pourrait dire que la tangente de l'angle qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est tangente dans SOHCAHTOA, c'est opposé. Donc opposé, on le trouve ici, c'est BK sur adjacent. Adjacent, c'est le AK. Et ça, c'était le tangente de l'angle. Donc si je cherche l'angle, c'est l'arc tangente de BK sur AK. Voilà. Et donc du coup, on peut s'amuser à le faire. Moi, je l'ai fait au tableur directement pour pas m'embêter. Donc j'ai tapé les formules et ça m'a donné ça. Maintenant, regardons. On voit qu'il y a certains points ici qui ont la même amplitude. Par exemple, le 4,2. Et si je regarde ces points-là où ils sont, en fait, tous ces points-là sont sur le même cercle. Et oui, parce que des points qui sont aux mêmes distances, c'est les points d'un cercle. Voilà, donc par exemple, le 3,2, ils sont sur le même cercle. Et le 1,4 sont sur le même cercle. Donc ici, déjà, je vois que j'ai bien une modulation qui change l'amplitude, vu que tous les points ne sont pas sur un seul cercle, mais ici, ils sont sur 3 cercles différents. Maintenant, on peut voir sur le côté changement de phase. Bon, ça se voit beaucoup plus facilement. Si je prends le premier point ici, il est sur une certaine phase. Et donc, si je calcule toutes les phases ici, on peut voir que ce point-là, on le retrouve ici, il est sur la phase qui vaut 0,3. Et si je prends les deux points suivants, eux, ils sont à la même phase. Et ils sont à 0,8 radians à chaque fois, bien sûr. Et je peux voir que tous les points sur plein de phases différentes. Donc ici, on a combien de phases différentes? On a 12 phases différentes. Donc j'ai bien une modulation qui change aussi la phase. Voilà. Donc maintenant, regardons un petit peu ce que ça donne en termes de signal, ce meilleur des deux mondes. Alors attention, il ne faut pas que j'oublie que mes symboles, ici, ils contiennent 4 bits. Donc à chaque fois, je vais prendre le symbole qui est là, DK 0, 1, 1, 1, et 0, 1, 1, 1, il est ici. Et son AK vaut -1 et son BK vaut +1. Donc ici, en face du 0, 1, 1, 1, mon AK vaut -1 et mon BK vaut +1. En face du 0, 1, 0, 1, si je le regarde ici, il est là, donc son AK vaut -1 et son BK vaut -1. C'est bien ce que je trouve ici, etc., etc. Une fois que j'ai fait ça, les AK me permettent de tracer le signal I de T, donc il vaut -1, puis 3, puis -3. Et mes BK me permettent de tracer le signal Q de T, qui vaut 1, puis -1, puis 3. Et enfin, si on essaye de tracer le signal S de T, on peut voir que on avait dit ça change les amplitudes et les phases. Là ici, les deux signaux ont la même amplitude, mais il va y avoir un changement de phase. Donc ici, entre le 0, 1, 1, 1, on voit bien qu'il y a la même amplitude parce qu'ils étaient sur le même cercle, mais par contre, il y avait un changement de phase. Donc on voit qu'ici, ils sont à la même amplitude, mais il y a un saut de phase à cet endroit-là. Pareil, ensuite on a un changement d'amplitude et de phase, et enfin on a un changement aussi d'amplitude et de phase. Voilà, donc on peut regarder enfin la densité spectrale de puissance. La densité spectrale de puissance, encore une fois, c'est la même, donc c'est la même encombrement spectral, et en termes d'efficacité spectrale, comme à chaque fois qu'on a plusieurs bits par symbole, on va avoir n sur 2 en termes d'efficacité spectrale. Dans quel cas la QAM est utilisée? La QAM, elle est utilisée par exemple dans la TNT. Dans la TNT, ils utilisent la 16 QAM, ce qui permet d'avoir, la 64 QAM, et la 64 QAM, ça permet d'avoir 6 bits par symbole. C'est-à-dire c'est une grille de 8 par 8. Et ça nous permet d'avoir des débits numériques énormes de 39 mégabits par seconde. Voilà en gros pour ces modulations.
on va finir sur la modulation qui est un peu à part de toutes les autres. C'est la modulation FSK. La modulation FSK, théoriquement, on pourrait la faire avec plein d'états. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre plusieurs fréquences, par exemple 4 FSK. En pratique, il n'y a principalement qu'une seule modulation FSK qui est utilisée, c'est la 2 FSK. Et donc, la 2 FSK, elle est comment? À chaque fois, l'amplitude reste la même pour le bit 0 et le bit 1. Par contre, la fréquence, ça va pas être la même. On va s'écarter de la fréquence porteuse. Pour le 0, on sera en dessous de la fréquence porteuse. Et pour le 1, on sera au-dessus de la fréquence porteuse. Ce qui veut dire que pour mon signal, je vais avoir des cosinus, mais un cosinus qui est plus du tout à la fréquence de mon signal porteur. Et donc du coup, ça, en termes de diagramme de constellation, c'est un peu bizarre parce que normalement, il fallait que je calcule à quel point je suis à la vitesse du cosinus normal. Et en fait, on peut montrer, je vous le demande pas de le savoir le faire, hein, que le diagramme de constellation d'une FSK, c'est un cercle. Alors vous allez me dire, mais du coup, il est où mon 0, il est où mon 1? Alors j'ai fait une petite animation pour que vous représentez. Mon 0, ça va être l'étoile jaune, par exemple, et mon 1, ça va être l'étoile rouge. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai les deux signaux? Voilà ce qui se passe. En fait, mon 0 et mon 1, ce n'est pas un point fixe dans le diagramme de constellation, mais ce sont deux points qui sont constamment en mouvement dans le diagramme de constellation et qui bougent selon un cercle. Voilà, donc j'espère que cette partie-là, cette petite animation vous aide à comprendre pourquoi c'est sur un cercle. Donc, regardons un petit peu ce que ça donne en termes de signal. Si je reprends mon 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, ok, en fait, quand j'ai mon 0, je vais avoir une fréquence basse, et quand j'ai mon 1, je vais avoir une fréquence grande. Et on voit qu'on a des signaux qui sont ralentis, accélérés, etc., etc. On peut définir, comme dans la modulation FM, l'indice de modulation. L'indice de modulation, mu, il se calcule comme F1 moins F0 sur R. C'est-à-dire ici, c'est 2 fois delta F divisé par la rapidité de modulation. Donc ici, la rapidité de modulation, comme j'ai que 1 bit par symbole, c'est aussi le débit, donc c'est 2 delta F sur D. Voilà. Et c'est la seule première densité spectrale qui va vraiment changer pour vous, parce que la densité spectrale se représente comme ça. On va retrouver deux pics, un autour de la porteuse F0 et un autour de la porteuse F1. Et donc du coup, si je cherche l'encombrement spectral de toute cette modulation-là, on voit que l'encombrement spectral, cette fois-là, c'est plus du tout pareil. Elle va de F0 moins R à F1 plus R. Donc si j'essaye de calculer l'encombrement spectral, je fais F1 plus R moins F0 moins R, ce qui me donne, je remplace F1 par Fp plus delta F, et je remplace F0 par Fp moins delta F. Et donc ça me donne quoi? Si je regarde, les R se simplifient, les Fp se simplifient, il me reste donc delta F moins delta F, et donc ça me donne, pardon, les R se simplifient pas, j'ai un moins par moins qui se donne un plus, donc ça va me donner 2 delta F plus 2R, donc ça me donne 2 facteurs de delta F plus R. Et là, si vous vous souvenez de votre cours sur la modulation de fréquence, on retrouve l'expression qui est proche de ce qu'on avait à l'époque dans la modulation de fréquence, qui était la règle de Carson. Donc on retrouve globalement la même expression. Voilà. Et si on cherche l'efficacité spectrale, c'est D sur la bande passante, donc c'est D sur 2 fois delta F plus R. Or ici, comme on n'a qu'un seul bit par symbole, on a D qui vaut R. Et donc, on a D sur 2 facteurs de delta F plus D. Et en fait, ça, ce qu'on se rend compte, c'est que si j'avais pas le delta F ici, ce serait 1/2 tout ça. Mais comme je delta F, je divise par quelque chose. Donc ça veut dire que c'est plus petit que 1/2. Donc l'efficacité spectrale de la modulation FSK, c'est pas terrible. Donc on va pas trop l'utiliser. Alors c'est utilisé quand même dans certaines choses. C'est utilisé dans des choses où on n'a pas besoin vraiment d'être très efficace en termes de bande passante. Donc on va avoir par exemple tout ce qui est la télémétrie, tout ce qui est les sondes radio, tout ce qui est les ouvertures de portes de garage. C'est de la modulation de fréquence. Voilà. Petite remarque, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir les vidéos de DXX Silicium qui a fait une vidéo sur la modulation numérique qui reprend un peu tous ces éléments de cours et qui vous permet de voir un peu l'ouverture de porte de garage, il analyse les signaux, etc. On finit par un petit résumé sur les modulations numériques. Je pense que c'est la slide qui sera la plus parlante pour vous. Donc on va comparer les 4 grandes catégories de modulation numérique.
les ASK, PSK, QAM et FSK. Je vais commencer par tout ce qui est les diagrammes de constellation. Comment on reconnaît une ASK? Une ASK, tous ces points dans le diagramme de constellation sont sur l'axe des abscisses et ça fait une ligne. On ne change pas du tout la phase, on va pas se balader ailleurs. La PSK, contrairement à lui, on ne change que la phase et pas l'amplitude, donc ça veut dire que tous les points vont être sur un cercle et donc répartis sur un cercle. La QAM, on avait dit, c'est le meilleur des deux mondes, et donc on va répartir au mieux dans l'espace, et au mieux dans l'espace, c'est selon une grille. Et enfin, la FSK, on avait dit que c'est des points qui se baladent sur le cercle, le 1 et le 0 sont tous les deux des cercles ici. On va regarder maintenant ce que ça donnait en termes de signal. Donc en termes de signal, l'ASK, on avait dit, on voit qu'il y a des changements d'amplitude, et il peut y avoir par endroits des inversions, parce que quand je passe de 1 tiers à moins 1 tiers, ou de 1 à moins 1 ici, mon signal, bam, s'inverse. On a l'impression que c'est un changement de phase, mais non, c'est juste une inversion. La PSK, on a la même amplitude partout, mais par contre, on a des changements de phase à chaque fois. Donc on voit bien ici les changements de phase. La QAM, eh bien, on a les deux. Donc là, ici, on le voit bien. On a des changements d'amplitude, plusieurs. Et en plus, on a des changements de phase, plusieurs aussi. Et enfin, la FSK, on avait dit, c'est directement des changements de fréquence. Donc on a un signal qui change de fréquence en fonction du temps. Enfin, on peut comparer les DSP, donc ça c'est ce qu'il faut retenir. Si on regardait les trois ici, on avait globalement la même bande passante, 2 R. Il n'y avait que la FSK qui changeait, et pour qui la bande passante valait 2 facteurs de delta F plus R. Voilà pour le cours. Est-ce que vous avez des questions? Non.